Et puis aussi pour les grandes décisions, c'est-à-dire les gens maintenant s'engagent moins, décident moins de se marier, par exemple. On sait que depuis l'an 2000, les mariages sont en chute d'à peu près moins 20%. C'est énorme, quoi. Donc on prend moins de décisions. Et puis en parallèle, moi j'ai constaté que la société tend à décider de plus en plus à notre place. Si comme moi vous êtes un grand féru de lecture, vous connaissez sans doute l'auteur Laurent Gounelle. En 9 romans, Laurent Gounelle est devenu une plume majeure de la littérature. Il a été traduit dans près de 40 langues et il s'est imposé parmi les auteurs français les plus lus au monde, avec certains titres que vous connaissez sans doute comme L'homme qui voulait être heureux, Le jour où j'ai appris à vivre ou encore Et tu trouveras le trésor qui dort en toi. Laurent Gounelle est également conférencier et cela fait 15 ans qu'il partage des histoires à travers ses romans qui nous aident dans la compréhension de notre chemin de vie mais aussi de notre monde en pleine métamorphose. Dans ce nouvel ouvrage, son 10e livre, intitulé Un monde presque parfait, il touche notre âme d'une nouvelle façon et éveille notre conscience aux adaptations de ce monde et notamment à la question du choix, du libre arbitre et de savoir décider sa vie. Bien sûr, la spiritualité est au cœur des ouvrages de Laurent Gounelle et donc c'est à cette occasion que j'ai voulu échanger avec lui afin de parler de notre capacité à décider notre vie, mais aussi de la place de l'intuition, de la connexion avec nos ressentis dans notre société et des clés nécessaires pour notre épanouissement. J'espère que vous apprécierez cet échange autant que moi. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour à tous, bonjour Laurent. Bonjour Jenna. Je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui dans cette entrevue pour parler de ton nouveau livre qui s'appelle Un monde presque parfait, qui est publié aux éditions Mazarine, ton 10e ouvrage. Et dans cet ouvrage, dans ce livre qui m'a beaucoup plu, que j'ai lu ces derniers jours, il y a une enquête, il y a une intrigue qui nous tient en haleine, mais comme souvent, à travers tes romans, il y a aussi des grands thèmes en filigrane de l'histoire, des thèmes qui nous interrogent à la fois sur notre vie personnelle, mais aussi sur le monde dans lequel on vit, notre société. Et c'est vrai que c'est toujours le cas à travers tes histoires. Tu as parlé dans ton dernier livre, Le Réveil, de la façon dont avait été traitée la pandémie. Tu as aussi écrit des livres sur l'intuition, sur d'autres thématiques. Et ce livre-là, Un monde presque parfait, c'est un questionnement sur notre façon de choisir notre vie, notre capacité à décider dans notre vie quotidienne, mais aussi en tant que société, vraiment cette notion de souveraineté de l'être. Alors j'ai envie de commencer cette interview par te poser la question, est-ce que c'est un thème qui t'habite depuis longtemps, cette notion de souveraineté, cette notion de décider pour soi ? Ou bien est-ce qu'il y a eu des éléments dans les années récentes qui t'ont amené à avoir envie de partager sur cette thématique ? Alors les deux, parce qu'en fait, ce qui m'anime depuis très longtemps, parce que c'est une valeur profondément ancrée en moi, c'est la valeur de liberté, la notion de liberté, qui est étroitement associée. Cette notion ensuite de pouvoir, de décision, m'est apparue plus récemment quand j'ai pris conscience, depuis quelques années, en fait il y a quelques années, que on avait tendance de plus en plus à abandonner notre pouvoir de décision, je dirais un peu spontanément, quoi. D'abord au profit de certaines applis. Enfin, maintenant, on le voit bien pour les petites décisions de tous les jours, comme on va plus décider d'un itinéraire, par exemple, pour aller quelque part. On va se remettre à une appli GPS quelconque. On va plus décider du petit resto qu'on va faire. On va se remettre à un TripAdvisor ou un autre, etc., quoi. Et puis aussi pour les grandes décisions, c'est-à-dire les gens maintenant s'engagent moins, décident moins de se marier, par exemple. On sait que depuis l'an 2000, les mariages sont en chute d'à peu près moins 20%. C'est énorme, quoi. Donc on prend moins de décisions. Et puis en parallèle, moi j'ai constaté que la société tend à décider de plus en plus à notre place. Quand je dis la société, c'est très large, hein. Ça va aussi bien un gouvernement que les entreprises qui vont mettre des normes ISO 9001, 9002, enfin dans tous les sens pour finalement décider à notre place de la façon dont on doit exercer notre travail, dont on doit décider de notre geste professionnel. Et puis aussi, en Europe, on a des normes européennes dans tous les sens. Je crois qu'un agriculteur ne peut même plus décider du moment où il va effectuer ses semis, quoi. Alors qu'il est sur place,
c'est son terroir, il connaît mieux que personne la météo locale. Mais non, il peut pas décider ça. C'est l'Europe qui a décidé à sa place. On a même décidé de la hauteur de son tas de fumier, voilà, qui est normé à 2,50 m. Alors, ça part de bonnes intentions, je pense, tout ça, hein, de nous conduire à prendre des bonnes décisions. Et on le voit notamment dans les entreprises, quand on veut que les gens, voilà, fassent exactement ce qu'on attend d'eux. Donc, on décide à leur place, finalement, comment ils doivent faire les choses, quoi. Et donc, ça part de bonnes décisions, mais ben, on sait que le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et donc, il suffit pas d'avoir de bonnes intentions pour que ce soit bon pour nous. Et en l'occurrence, moi, je suis absolument convaincu que l'acte décidé est important et est essentiel, même si c'est au cœur de notre humanité, pour plusieurs raisons. Sans doute, d'abord parce que, je parlais de liberté. Pour moi, décider, c'est exercer sa liberté, hein. C'est exercer sa liberté, c'est aussi l'assumer d'ailleurs. On reviendra peut-être dessus ensuite, mais c'est ce qui peut nous faire peur, hein, par rapport au fait de décider. Puis il y a aussi que décider, c'est ce qui nous permet d'évoluer dans la vie. Parce que quand on prend une décision, on s'embarque sur un chemin. Mm. Que ce soit dans la vie personnelle, hein, sur une décision personnelle, ou sur une décision professionnelle. Et ce chemin, il va être parsemé d'embûches, on va rencontrer des écueils, on va parfois se tromper, on va échouer, quoi. Et on n'aime pas ça, évidemment, personne n'aime ça. Et en même temps, c'est paradoxalement assez précieux dans l'existence. Parce que c'est ce qui nous permet déjà de nous connaître. C'est vraiment quand on est face à un mur, face à l'échec, qu'à un moment donné, on est obligé d'entrer en introspection, savoir qu'est-ce qu'on a au fond de nous, qu'est-ce qu'on veut vraiment faire, quelles sont nos envies profondes. Et donc, ça va nous permettre de nous réinventer. Donc, le fait de décider, nous embarque dans un chemin qui parfois nous fait échouer, et c'est ça qui nous permet de nous réinventer. Donc, en fait, c'est précieux. Absolument. Et J'ai envie de communiquer là-dessus. oui, et c'est très bien fait dans ton ouvrage parce que, sans dévoiler l'histoire, dans ce roman qui est un roman d'anticipation, on peut appeler ça comme ça, hein, dans un futur éventuel proche de quelques années, peut-être 5-10 ans, je ne sais pas, il y a une société qui s'est donc séparée en deux. Donc tu nous expliques qu'il y a la société des réguliers, qui est une société dans laquelle la technologie est reine, a remplacé la plupart des jobs du monde du travail et prend les décisions beaucoup à la place des êtres humains. Et de l'autre côté, il y a la société des exilés qui se sont rabattus sur une petite île, on va y revenir dans quelques instants, et qui ont choisi de refuser ce monde de technologie et qui est un petit peu froid aussi, on peut le dire, hein, qui est assez déconnecté des ressentis personnels, de l'intuition, etc. Et dans lequel, dans ce monde dérégulé, finalement, tu nous dépeins une société un peu dystopique dans laquelle, il n'y a plus tellement besoin de choisir pour soi. Le personnage principal a une machine qui, dans sa garde-robe, lui propose automatiquement ses vêtements, choisit pour lui ce qu'il va manger en fonction de sa santé, de toutes les données que les machines récupèrent sur lui. Et justement, la technologie, les données personnelles, l'intelligence artificielle, qui sont des thématiques extrêmement actuelles, sont aussi au cœur de ton roman. Et ça nous fait aussi nous poser la question, dans ce monde que tu décris, la notion d'épanouissement de soi, où est-ce qu'elle se trouve? Est-ce qu'elle se trouve justement dans le fait de s'être débarrassé des tâches de labeur, des tâches difficiles, de ne plus avoir à se soucier du non nécessaire pour pouvoir faire autre chose, ou bien est-ce qu'elle se situe plutôt dans le monde des exilés, où il y a peut-être pas toutes ces machines, mais on décide autrement. Et tu nous parles en fait de l'origine de la décision, parce qu'il y a aussi tous les biais cognitifs qu'on peut rencontrer, et donc c'est pas du tout un roman manichéen dans lequel il y a des bons et des mauvais, c'est beaucoup plus contrasté, qui nous invite vraiment à la réflexion. Et donc, je crois que ma question, c'est tout simplement la souveraineté de l'être et la capacité à décider pour soi, en quoi c'est une condition sine qua non de notre épanouissement en tant qu'être humain, mais aussi en tant que société. Oui, mais c'est une très bonne question. Alors, c'est vrai, tu as raison de peindre un peu le décor de l'histoire, parce que moi j'écris sous forme de roman. Et pourquoi j'écris sous forme de roman? Parce que j'aime les idées, mais j'aime aussi quand elles s'incarnent dans la vraie vie, quoi. Et donc j'aime que les gens perçoivent comment ils peuvent utiliser ces idées dans leur vie. Et donc dans un roman, évidemment, je crée des personnages, des scènes, des actions, une intrigue, ce qui permet de voir ce qui se passe en fait, et qu'est-ce qu'on fait de ces idées, quoi.
Et donc, plutôt que d'exposer ou voire d'imposer des idées à un lecteur dans un essai ou un guide, en fait, je conduis le lecteur à se plonger dans une histoire, à se projeter dans des personnages et voir et l'emmener en fait dans un monde. Et là, en l'occurrence, tu l'as très bien dit, c'est le monde d'aujourd'hui dans quelques années à peine. Et d'ailleurs, mon intention n'était pas tant d'imaginer le monde de demain que, en me positionnant dans ce futur très proche, de regarder le monde d'aujourd'hui et de comprendre finalement dans quel monde on vit, puisqu'on se laisse embarquer en fait sans trop s'en rendre compte. Donc je parlais tout à l'heure d'abandon de la décision, mais en fait on se rend pas compte, c'est pas conscient. À aucun moment on se dit tiens, je vais cesser de décider, je vais m'en remettre à des applis qui décident mieux que moi, ou en effet me conformer à des normes qui décident mieux que moi de la façon dont je dois travailler, quoi. Et donc voilà, donc maintenant pour répondre précisément à ta question, oui, c'est essentiel l'acte de décider. J'évoquais tout à l'heure le lien avec la liberté. En fait, on peut tous avoir envie d'une vie confortable, un peu comme dans le monde des réguliers du roman, parce que c'est ça, finalement, c'est une société qui est basée sur le bien-être des individus, qui fait tout pour que les gens aient une vie confortable et facile. Avec du Alors déjà, plaisir ils sont aussi. libérés du plaisir, voilà, du plaisir complètement. Donc ils sont libérés pour la plupart du travail puisque l'intelligence artificielle a remplacé la plupart des jobs, ce qui est tout à fait en cours, hein, d'ailleurs dans notre monde, quoi. Et donc finalement ils restent chez eux pour la plupart, ils restent chez eux, voilà, ils jouent avec leurs écrans, ils ont une vie facile, on leur livre tout à domicile, ils ont plus rien à préparer, ils préparent plus à manger, ils font plus grand chose en fait, et ils ont une vie donc très très confortable. Et tu as raison de parler de plaisir, puisqu'en l'occurrence, voilà, j'ai imaginé un implant qui va stimuler le cerveau pour libérer de la sérotonine. Donc finalement, les gens se sentent bien, quoi. Et puis dès qu'ils ont un coup de blues, bah, hop, il y a une petite décharge de sérotonine et ils se sentent à nouveau bien. Comme un antidépresseur technologique C'est ça, qu'on voilà. aurait tous, ouais. Exactement. Alors, je me suis basé sur la façon dont fonctionnent aujourd'hui la plupart des antidépresseurs, hein. Ça active cette zone du cerveau qui va permettre la libération de la sérotonine. Et puis à l'inverse, on a ces gens en effet avec une posture un peu extrême, qui est en effet dire non, non, nous on rejette tout ça, on va vivre dans la nature et au contact avec notre nature, quoi. Et donc ils ont une vie qui est un petit peu rétrograde, ce qui n'est pas forcément la solution d'ailleurs. J'ai voulu opposer ces deux mondes pour inviter ensuite le lecteur à trouver sa propre voie, en disant mais qu'est-ce que je veux moi par rapport à tout ça? Je n'ai pas forcément envie d'une vie rétrograde, mais j'ai pas forcément envie non plus d'une vie hyper technologique. Et donc comment trouver un compromis pour me permettre de vivre ma vie et donc de me réapproprier mon pouvoir de décision. Peut-être d'utiliser en effet certains outils de la technologie qui sont quand même bien pratiques, dont on n'a pas forcément envie de se passer, hein. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a envie de se passer aujourd'hui son téléphone portable, par exemple. Et néanmoins, faire en sorte que ces outils restent, je dirais, de bons serviteurs, mais ne deviennent pas nos maîtres. Parce que c'est ça qui est en train de se passer, quoi. Ces outils deviennent nos maîtres. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils accaparent notre attention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est de plus en plus difficile, je trouve, de rester seul avec soi-même et de se reconnecter à sa nature, à son corps. Tu l'évoquais un peu tout à l'heure, quoi, parce que notre attention est accaparée par ces outils. Et c'est intéressant de savoir pourquoi elle est accaparée d'ailleurs. Et en fait, quand on creuse un peu la question, on se rend compte que toutes ces applis et toutes ces entreprises du web ont un modèle économique qui repose sur notre connexion maximale. Enfin, ils ont intérêt à ce qu'on soit en permanence et le plus souvent possible connecté à leurs applications, à leur site. Et ce faisant, qu'est-ce qu'ils font? Et c'est très efficace, ils créent des fonctions qui induisent en nous une décharge de dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur, un peu comme la sérotonine. Mais là où la sérotonine est surnommée l'hormone du bonheur, ben la dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Et en fait, elle est sécrétée naturellement par le cerveau, mais habituellement, c'est quand on fait des actions, par exemple, quand on s'investit sur un projet, qu'il soit personnel, ou sportif ou professionnel. Voilà, on va travailler sur ce projet, et quand on va le réussir, on va avoir une décharge de dopamine. Le neurologue appelle ça le circuit de la récompense. Pourquoi? Parce que ça nous invite en fait à reproduire ce qui a généré ce plaisir. C'est ce qui fait qu'on va s'investir de plus en plus dans tout ce qui nous tient à cœur dans nos projets. Donc c'est une fonction tout à fait bénéfique, hein, la dopamine. Elle est aussi sécrétée par le cerveau quand on mange. Ça, c'est pour nous encourager à manger à nouveau à l'avenir, quoi. Et on sait que c'est évidemment essentiel à notre survie, quoi. Donc pour revenir à ces outils technologiques, toutes ces applis, bah, en fait, eux, ils jouent avec ça. Évidemment, ils ont trouvé le moyen de faire en sorte qu'on puisse ressentir quasiment à la minute une décharge de dopamine. Quand on joue à un jeu vidéo, bah, on va
Quand je dis toutes les minutes, c'est parfois toutes les 30 secondes, on va réussir une mini-action hop, on va avoir cette décharge de dopamine, cette intense satisfaction. Sur les réseaux sociaux, on va collecter des likes, des pouces levés, des petits cœurs, je ne sais quoi encore, des petites flammes, et à chaque fois, hop, micro-décharge de dopamine. Et Mm. donc, ça nous rend accro parce que la dopamine, ça sert à ça nous incite, on l'a dit, à reproduire. Mm, D'accord? Et mm. c'est aussi pour ça que les gens deviennent addicts à leur écran. On parle d'addiction aux écrans, en fait, c'est pas tout à fait exact. La vérité, c'est que les gens ne sont pas addicts à leurs écrans, ils sont accros à leur dopamine, en fait, Mm, induite par les écrans. Mais c'est mm. tellement puissant, en fait, tellement fort, tellement satisfaisant que, à la longue, ça nous détourne de nos projets, qui soient une fois de plus personnels ou professionnels, mais des projets dans lesquels on peut se réaliser. Parce qu'en fait, on se réalise pas sur un réseau social. C'est sympa d'être en contact avec des amis ou une petite communauté, mais c'est pas ça qui va donner du sens à notre vie, quoi. Mm. C'est pas un jeu vidéo qui va donner du sens à notre vie. Comme ça accapare notre attention, après, on trouve beaucoup moins d'énergie pour s'investir dans ce qui, par contre, a du sens pour nous. Complètement. Et dans ce que tu partages, tout comme dans le livre, il y a plein de thèmes sur lesquels j'ai envie de rebondir, plein de choses passionnantes, mais sur la question des écrans, précisément, je me rappelle d'une phrase d'un des personnages qui dit « éteindre mes écrans pour allumer ma conscience ». Et c'est vrai que c'est paradoxal parce que là, toi et moi, on se parle à travers un écran parce qu'il y a des dizaines de milliers de kilomètres entre nous, et donc à la fois, ça permet des choses incroyables, et à la Oui. fois, comme tu l'as très bien dit, c'est aussi un obstacle à d'autres, à la réalisation de nous qui se passe dans la vraie vie, dans le fait d'incarner des choses, de les apporter dans la matière, etc. Et donc, est-ce que ces écrans, finalement, ce serait pas l'addiction un peu du siècle? Et que se passerait-il si on se déconnectait des écrans? C'est ce que tu as exploré dans le monde des exilés, hein, qui n'ont plus vraiment Internet. Je crois qu'ils n'ont même pas Internet, ils n'ont pas de téléphone portable, etc. Enfin, ils se sont vraiment déconnectés de, oui, de la technologie telle que nous, on l'utilise aujourd'hui. Et, et ça pose, du coup, in fine, la question de où se trouve l'épanouissement, la réalisation de soi, comme je disais tout à l'heure. Et il y a un thème qui m'est très cher personnellement, c'est la notion justement de l'utilisation du travail, d'une activité pour s'épanouir et de l'importance justement eh bien de trouver quelque chose dans lequel on va pouvoir faire des efforts, dans lequel on va pouvoir investir de qui on est et du coup, comme tu le disais, faire des erreurs, apprendre par effet miroir. Et il y a une autre phrase de ton livre où un personnage à un moment dit attends, je retrouve la phrase, je l'ai notée. Travail est un privilège. Dois-je te rappeler que près de 80% des citoyens de ce pays n'en ont pas la possibilité? Et donc ça, c'est intéressant parce que ça nous montre un monde dans lequel travailler n'est plus une corvée, un labeur difficile qui nous est imposé, mais un privilège dans lequel nous pouvons trouver du sens, nous pouvons nous investir et récolter les fruits de notre investissement et donc trouver une forme d'épanouissement. Est-ce que tu penses, toi, que le travail est une condition, encore une fois, je répète ma question sous un autre angle, mais une condition sine qua non, une condition absolue de notre épanouissement personnel en tant qu'être humain? Alors, plusieurs choses. D'abord, il y a malheureusement encore des gens sur Terre pour qui le travail est un labeur, quoi, est une corvée, et n'est nécessaire pour pouvoir vivre, hein, faire vivre sa famille, quoi. Donc pour eux, évidemment, la perspective que peut-être demain, l'intelligence artificielle supprime ce genre de métier, c'est plutôt une bonne chose, évidemment, quoi. Si son métier est une corvée, bon, on préfère que ça s'arrête et rester chez soi avec un revenu universel. Maintenant, il y a aussi beaucoup de gens, et dans un pays comme le nôtre, on sait que c'est la majorité, parce qu'il y a des sondages qui l'ont montré, la majorité des gens aiment leur travail, quoi. Ça ne veut pas dire qu'ils aiment tout dans leur travail. On a tous des corvées. Bon, il y en a même dans le mien. Voilà, il y a des choses qu'on aime moins. Mais dans l'ensemble, en fait, le travail permet de se réaliser, quoi. Donc, à l'avenir, la question, c'est si en effet nos métiers sont supprimés par l'intelligence artificielle, ce qui va être le cas, hein, très vraisemblablement, il y a assez brève échéance d'ailleurs. La question, c'est comment se réaliser. Et ce qui est intéressant, tu vois, c'est le terme qu'on utilise d'ailleurs pour parler d'épanouissement, on parle de se réaliser. C'est Hmm. pas pourquoi se réaliser. Et ça renvoie à autre chose. Pour comprendre comment on peut s'épanouir dans la vie, il faut avoir conscience de notre vision de la vie, parce que les deux sont indissociables. C'est-à-dire, si vous avez une vision de la vie qui est matérialiste au sens philosophique du terme, c'est-à-dire si vous pensez que
Votre corps, en l'occurrence, est un amas d'atomes assemblés en molécules, et que le jour de votre mort, bah, tout disparaît, c'est fini, vous redevenez poussière, et c'est la fin de tout. À ce moment-là, ça veut dire que votre bref passage sur Terre, parce que ça passe vite, hein, on s'en rend bien compte. Moi, j'ai 57 ans, j'ai l'impression que c'est hier que j'avais 20 ans, quoi, vraiment, quoi. Donc ça passe très vite, mais à ce moment-là, votre bref passage sur Terre, vous allez, entre guillemets, le rentabiliser en consommant du plaisir. Parce que s'il n'y a rien après, ça veut dire que la vie n'a pas de sens. Pourquoi pas, hein? Certains philosophes disent, bah oui, il faut accepter que la vie n'ait pas de sens, et c'est parce on accepte pleinement que ça n'a pas de sens et qu'on va mourir que bah, du coup on en profite et qu'on peut savourer l'existence. C'est une vision. Nihilisme, nietzschien, Voilà. très, très dépressif. Moi je trouve, mais il faut pas juger. On a le droit Absolument, d'avoir ouais. cette vision de la vie. Et à ce moment-là, ça pousse au plaisir. Ça veut dire que la vie, à ce moment-là, pour vous, ce qui va compter, c'est bah, notamment de gagner de l'argent, parce que l'argent permet de consommer, donc d'avoir des plaisirs. Et vous allez en effet essayer d'avoir un maximum de loisirs et consommer un maximum de plaisirs. Ça, c'est une vision de la vie et chercher à vous épanouir comme ça. Une autre vision de la vie, c'est une vision de la vie plus spirituelle. C'est se dire que bah, peut-être que le corps n'est pas que un amas d'atomes, on n'est pas que de la matière. Et à ce moment-là, peut-être que notre âme, notre conscience, hein, comme disent les scientifiques, n'est pas juste un sous-produit du cerveau. Et à ce moment-là, si c'est le cas, bah, vous dites peut-être que l'âme perdure au-delà du corps. Peut-être que la mort n'est que la mort physique du corps, mais peut-être que notre âme existe encore, peut-être même qu'elle va se réincarner, pourquoi pas. Alors, on n'a évidemment pas de certitude hein, par rapport à ça. Il y a que les religions qui nous donnent, qui disent détenir une vérité, quoi. Mais sinon, il n'y a que des hypothèses. Mais si on fait ne serait-ce que considérer cette possibilité, à ce moment-là, on voit la vie différemment. Parce que ça veut dire que on n'a peut-être pas qu'une vie, et puis du coup, on s'interroge forcément sur, ok, si mon âme existe indépendamment du corps, pourquoi elle s'est incarnée dans ce corps? Et à ce moment-là, un élément de réponse qui nous vient assez naturellement à l'esprit, est lié à ce que nous permet ce corps. Et qu'est-ce qui nous permet, en l'occurrence, le corps? Ben, il nous permet de réaliser des choses. Il nous permet de faire, il nous permet d'agir. Et à ce moment-là, on comprend peut-être le choix du terme se réaliser, pour parler Du d'épanouissement. pronom, ouais. Mais oui, parce qu'à ce moment-là, on se dit, bah oui, peut-être qu'en effet, que c'est en réalisant des choses que je me réalise. Et en me réalisant, je réalise peut-être qui je suis. Pourquoi? Parce que l'âme, c'est un esprit pur finalement. L'esprit pur a sans doute besoin de son opposé, à savoir la matière, pour se connaître. Et peut-être que c'est pour ça qu'on s'incarne. Peut-être que l'âme s'incarne pour pouvoir se connaître. Et donc en réalisant des choses, en agissant dans la vie, en faisant des choses, notamment en travaillant, eh bien on peut se réaliser parce qu'on réalise qui on est. On apprend à se connaître en agissant. Donc ça, c'est une clé de compréhension de ce que peut être le sens de la vie. Mais une fois de plus, il faut employer du conditionnel, parce que la réalité, c'est qu'on n'en sait rien. On n'en sait rien. Cette vision de la vie, moi, je trouve, est assez attirante. Et s'il s'avérait qu'il y ait des éléments de vérité dans cette vision, à ce moment-là, on voit l'intérêt d'avoir, notamment sur le plan professionnel, tant qu'on peut encore travailler, un métier qui nous plaît. Parce que si le travail n'est qu'un labeur ou même le fruit d'un choix initial, parce que dans notre pays, on nous demande de choisir à 17 ans, maintenant c'est même 15 ans, hein, les jeunes, puisqu'ils doivent choisir leur spécialité pour le futur bac à 15 ans, et que du coup, à cause de ces choix d'études, on se retrouve embarqué sur des rails et qu'on se sent un peu tenu de continuer sur ces rails jusqu'à la fin de notre carrière, bah, à ce moment-là, c'est plus dur de s'épanouir, quoi. Alors que si, à un moment donné, on s'autorise à s'interroger, se dire, bon, ok, j'ai choisi ce travail à 17 ans, par exemple, est-ce que vraiment je m'épanouis? Est-ce que je suis heureux? Est-ce que ça me permet de me réaliser? Oui ou non? Et si jamais la réponse est négative, ben, qu'est-ce que je peux faire? En quoi je peux bifurquer, peut-être changer de chemin, quitte à renoncer à un certain confort. Donc là, on en revient à la notion de confort auquel on aspire tous. J'ai envie d'une vie confortable, évidemment. Oui, mais est-ce que c'est épanouissant? C'est la question que tu posais tout à l'heure, Jenna. Est-ce que c'est épanouissant le confort, quoi? Ou est-ce que c'est engourdissant pour notre âme, finalement? Ouais. Ouais, c'est une belle façon, c'est un peu comme des vases communicants. Où est-ce qu'on trouve notre propre équilibre? Qu'est-ce qu'on met en avant dans notre existence? Et c'est paradoxal parce que finalement, dans notre société telle qu'elle est présentée actuelle, à la fois, on nous demande effectivement de faire des choix très jeunes et on aime, je crois que c'est rassurant pour l'esprit humain de mettre les gens dans des cases, d'avoir une prédictabilité. C'est aussi
un thème qui est vraiment important dans ton ouvrage et même dans d'autres, cette idée que eh bien, on peut savoir à l'avance, on cherche des garanties, puisque l'humain a peur quand même du risque. Hein, l'ego cherche à Oui. éviter le risque. Et à la fois, on est dans une société qui nous offre un choix pléthorique, dans lequel parfois il est difficile de s'y retrouver, que ce soit sur les orientations professionnelles, comme tu l'as dit, très jeune, que ce soit même par exemple, je pense aux partenaires de vie, maintenant avec toutes ces applications, et je critique pas, je juge pas, mais il y a tellement de choix que peut-être aussi on se dit toujours si je trouvais mieux ailleurs, comme travail, comme personne avec qui s'engager, comme ami, comme je sais pas, toutes les choses qu'on a dans notre existence comme lieu de vie. Et oui, ce paradoxe est assez Tout gênant, à quoi, fait. parfois. Complètement, il y a un tel choix qui s'offre à nous, comme tu dis, que finalement, on a du mal à décider. Mm, Parce que décider, c'est renoncer quelque part, mm, quoi. mm, mm. On s'en rend bien compte. Et il y a des études, tu vois, très intéressantes qui ont été menées par des psychologues qui ont montré, par exemple, que si tu offres un chocolat à quelqu'un, d'accord, eh ben, il va être heureux d'avoir un chocolat et il va l'apprécier, il va le savourer. Maintenant, si tu lui présentes une grande boîte de chocolat, tu vois, mais alors, un grand truc, il y a 50 chocolats différents, et tu lui demandes d'en choisir un, mais il est montré qu'en fait, il va beaucoup moins apprécier le chocolat qu'il va le prendre, parce qu'il va penser à tous ceux auxquels il a renoncé. Il va se dire, mais finalement, est-ce que c'était le bon chocolat? Est-ce que celui d'à côté n'aurait pas été meilleur? C'est Et drôle. ça, et la question, tu as évoqué à l'instant le choix d'un partenaire, de la vie de couple. Alors, on sait bien aujourd'hui que voilà, on va sur un site web, on a le choix entre des milliers ou peut-être même plus, je sais pas, de partenaires potentiels. Et finalement, bah, les gens ont du mal à être heureux avec un parce qu'ils pensent à tous les autres. Tous les autres Ouais. qui étaient présents sur le site web. Et finalement, bah, peut-être que ça aurait été mieux avec un autre ou avec une autre, quoi. Ouais, ça aussi, c'est dans ton ouvrage. Ça aussi, Oui, c'est oui. présenté dans ton livre, cette question-là. Ouais. Et, et du coup, il y a un évitement de la décision. On ne décide plus, on veut se garder ouvert toutes les possibilités. Mm. Et en fait, ça rend malheureux. Ouais. Et en fait, C'est ça l'exemple hein, dans différents domaines. Hein. ouais. Regarde la télévision, bon, toi, tu es beaucoup plus jeune que moi. Et moi, quand j'étais jeune, à la télévision, il y avait trois chaînes. Il y avait trois chaînes, il n'y avait pas de DVD, tout ça, ça n'existait pas. La VOD, j'en parle même pas. Ça veut dire que quand l'une de ces chaînes programmait un film, souvent c'était le dimanche soir ou le mardi soir, c'était même pas tous les soirs, quoi. Et si ce film nous intéressait, eh bien il y avait l'attente d'abord. Donc on attendait, ben, le jour venu, on avait les programmes de télévision à l'avance, et puis on allait savourer le film qui allait arriver, quoi, qu'on attendait. Et en fait, on savourait beaucoup plus qu'aujourd'hui où on a, je sais pas, 40, 50 chaînes. Moi, je regarde pas la télévision, donc je sais pas, mais il y a peut-être 40 ou 50 chaînes. Il y a la vidéo à la demande, il y a tout ce qu'on veut. Et finalement, bah, l'expérience montre que on va choisir un film et puis peut-être qu'au bout d'une demi-heure, on va dire, ouais, finalement, peut-être que celui proposé sur l'autre chaîne ou celui que j'aurais pu télécharger était plus mieux. Donc, on arrête. Et puis, et finalement, on a tendance à moins se satisfaire de ce qu'on a. Mm. Trop de choix, quoi. Ouais. Ça demande presque, je le vois moi-même dans ma vie personnelle, hein, qui a aussi accès à cette technologie, presque une discipline mentale. D'abord une prise de conscience de certains mécanismes du cerveau, mais aussi voilà de notre société, et presque une discipline mentale de se dire voilà s'impliquer dans quelque chose, que ce soit une relation, que ce soit un lieu de vie, que ce soit un travail, que ce soit un film, même des choses anodines comme ça, même un livre. Moi, je lis beaucoup et je me fais quand même assez la règle, sauf si vraiment c'est un mauvais livre, mais de terminer le livre, tu vois, Mhm. de parce que j'ai accès à, surtout que je vis à l'étranger, donc j'ai ma liseuse électronique et j'ai accès à tous les livres du monde. Et alors, quand on aime la lecture, ça rend un peu fou en même temps. Du coup, je me dis, ok, lequel m'appelle? Et là, on en revient aussi à l'écoute de soi, de son intuition. On va y revenir dans un moment, mais de une autre façon de choisir qui n'est peut-être pas celle de d'observer tous les choix possibles et de voir ce qui nous attire le plus, mais peut-être de revenir d'abord à l'intérieur et de se dire qui suis-je? Qu'est-ce que Oui, j'aime? exactement. Qu'est-ce qui me parle là en cet instant? Et peut-être que là, on aura une idée, pour reprendre l'exemple des livres, d'un livre qu'on n'aurait pas pensé lire, ou bien la vie va nous proposer quelque chose qui va nous faire sortir aussi un peu de notre bulle, parce qu'il y a vraiment ces échos là, ces chambres d'écho où en fait c'est echo chamber, je sais pas comment on dit en français, mais ce truc de en fait on est dans des petites bulles où finalement on reste dans un entre-soi d'idées, de valeurs et et qui peut être aussi finalement très limitant. Donc on est encore dans ce paradoxe de choix, tous les choix versus en fait on nous propose que ce qu'on aime et que ce qu'on sait qui va marcher.
Tout à fait, parce que bon, on sait comment fonctionnent tous ces moteurs de recherche bien et sûr. nos sociaux. En effet, ils Publicité, collectent des données sur nous, donc ils savent tout sur nous, en fait. ciblée. Mm. Ils nous connaissent presque plus que nous-mêmes. Puisque finalement, en activant les caméras, ils arrivent à voir nos expressions de visage en réaction à telle ou telle photo que l'on peut voir, ou tel commentaire que l'on lit, ou telle opinion sur un site de news. Donc, en fait, ils savent à peu près tout de nous. Et du coup, en effet, ils nous proposent des choses qui vont nous plaire. Et il y a un phénomène d'enfermement, hein, il y a vraiment un prisme très particulier où finalement, on va du coup s'abreuver d'informations qui vont dans le sens de ce qu'on apprécie. Et donc, au lieu d'ouvrir notre esprit, finalement, ça nous enferme. Mm. Euh, ça c'est certain. Mais toi, tu évoquais à l'instant le fait de s'écouter, de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de nous, pour savoir de quoi j'ai envie véritablement, quoi, et pas juste être en mode de réception de tout ce qu'on me propose, quoi. Et en fait, s'écouter, ça, pour moi, ça rejoint aussi la notion d'intuition. L'intuition, et notamment par rapport à la prise de décision, moi, je valorise énormément la décision intuitive. D'ailleurs, dans le roman, il y a un personnage qui va enseigner à un autre personnage comment prendre des décisions intuitives. Et en fait, beaucoup de gens l'ignorent, mais on a cette capacité en nous. C'est-à-dire, le corps est une sorte de miroir de la réalité extérieure. Et toute l'information du monde, en fait, est disponible sous forme de micro-vibrations dans le corps qui parfois remontent à notre conscience, quoi, à travers le subconscient, quoi, et ça nous donne des idées. Donc on a un accès aux informations et c'est ce qu'on appelle l'intuition en ce moment. Mm. Bon, il y a encore 8 ans, j'ignorais qu'on avait cette capacité. En fait, on l'a tous, quoi. Ah oui. Et quand on prend des décisions, tu vois, au lieu comme je le faisais avant, parce que moi je suis quand même de culture scientifique, donc je voulais être rationnel dans mes décisions, donc j'allais lister des critères, les pondérer, classer tout ça. Aujourd'hui, je ne fais plus comme ça, quoi. Par rapport à une décision à prendre, je vais me dire, mais comment je le sens, quoi. Et donc, je vais mettre mon attention dans mon corps, à l'intérieur de mon corps, et je vais me dire comment je sens telle ou telle option qui s'offre à moi, quoi, pour être vraiment en contact avec mes envies profondes. Mm. Justement, j'avais envie qu'on en parle de l'intuition parce que c'est aussi une de mes thématiques de prédilection sur laquelle je partage beaucoup. Mm. Et ça fait partie de tes ouvrages, mais au pluriel, puisque tu avais aussi écrit Intuitio, dans lequel c'était le thème principal. Et là aussi, comme tu le dis, il y a le personnage d'Ève qui vit très connecté avec son intuition et qui fait évoluer l'intrigue aussi de cette façon. Il y a vraiment l'opposition de deux façons de fonctionner et de décider. Et j'ai plein de questions sur ça, mais d'abord, toi, à titre personnel, comment ton intuition te guide? Est-ce que tu aurais des anecdotes, même dans ton travail d'écrivain, dans le processus d'inspiration? Parce que j'imagine que, pareil, quand on écrit une histoire, l'infini, sky's the limit, quoi. L'infini est possible. Et donc, comment Oui, est-ce que tu te connectes à tout ça? complètement. Alors moi, quand j'écris, j'ai trois phases en fait, dans mon écriture. D'abord, j'ai une phase créative. Enfin, d'abord, en amont, ça commence par le choix du thème. Il y a un thème qui s'impose à moi. J'ai envie de partager des idées qui me semble utile pour le lecteur. Et après, puisque j'écris sous la forme de roman, il faut que je trouve une histoire qui va porter ça, avec des personnages, et des actions, des scènes qui vont permettre de passer l'information, quoi, de partager ça et d'incarner les idées, quoi, dans des scènes. Donc cette phase créative, c'est la plus longue. Pour moi, ça me prend un an et demi à temps complet. Après, j'ai une deuxième phase qui est une phase de plan, puis une troisième qui est la phase d'écriture, qui est finalement la plus rapide, et c'est une phase de plaisir, je dirais, parce qu'en fait, j'ai déjà toute mon histoire, tout est ficelé, donc c'est vraiment juste choisir les mots, les phrases, l'ordonnancement de tout ça pour partager avec le lecteur une sorte de film mental que j'ai, quoi. Donc le gros du boulot pour moi, c'est la phase créative. Et au début, je croyais sans doute assez naïvement que c'est moi qui créais tout ça, que tout sortait de mon cerveau, quoi. Mais en Comme fait, un génie. aujourd'hui, voilà. Bon, mon ego en a pris un coup, mais aujourd'hui, je sais bien que non, c'est pas ça, quoi. Les idées, elles viennent d'ailleurs et de manière intuitive. Donc, l'information vient à moi. Et tout le gros du boulot, c'est en effet de faire remonter tout ça à ma conscience, quoi. Au début, j'étais surpris parce que les idées me viennent dans le désordre. Je peux avoir une scène qui émerge comme ça, qui a priori n'a aucun rapport avec l'histoire. Donc moi, je suis dans une posture d'accueil. Tu vois, j'ai des grandes feuilles de papier à dessin sur mon bureau et je note tout dans différents coins. Puis après, j'essaie de faire des liens. Donc j'accueille. Donc j'accueille la scène en question, mais je me dis, mais vraiment, moi, a priori, elle n'aura pas sa place dans l'histoire, quoi. Et puis, il s'écoule souvent plusieurs mois avant que cette scène, non seulement ait sa place dans l'histoire, mais s'avère être un pivot. C'est-à-dire, sans cette scène, l'histoire serait mal balancée, quoi. Elle ne tiendrait pas la route, quoi. Donc ça me troublait au début. Et puis un jour, il s'est passé quelque chose de très, très particulier. J'écrivais un roman qui s'appelle Je te promets la liberté,
qui est paru en 2018. Et très vite, c'est une histoire qui se passe sur un bateau, hein. Un bateau-restaurant, mais toute l'histoire se passe sur le bateau. Et très vite, une idée me traverse l'esprit, émerge, et je me dis, l'héroïne est originaire de Djibouti. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, ok, elle est djiboutienne, pourquoi pas, j'accueille. Et puis, je continue de travailler voilà, sur cette phase créative. Et au bout de 6, 7 mois, je me dis, bon, ok, pourquoi est-ce qu'elle viendrait de Djibouti alors que le bateau reste en France? C'est un bateau qui navigue sur la Saône et le Rhône, il est basé à Lyon. Donc, ça n'a pas vraiment de sens. Enfin, pourquoi elle viendrait de Djibouti alors que tout se passe en France? Et j'ai l'idée de lancer une recherche étymologique sur Djibouti. Et j'apprends que Djibouti, ça vient de l'arabe ancien et que ça signifie est-ce que le bateau est arrivé? Mais je parle pas arabe. Donc, j'avais aucun moyen de savoir ça. Donc, ça peut pas venir de mon cerveau. Voilà, c'est une information qui est venue à moi. Non, et ça c'est fréquent, ce genre de choses, quoi. C'est assez magique aussi quand on les expérimente Oui, régulièrement, ça devient une façon de vivre. oui, tout à fait. Alors, au début, c'est très troublant, on comprend pas. Et après, voilà, quand on apprend, quand on découvre une fois de plus, notre corps est un réceptacle, une sorte de miroir de la réalité extérieure, à ce moment-là, on peut devenir beaucoup plus à l'écoute de son corps. Mhm. Donc moi, aujourd'hui, l'intuition, je l'utilise beaucoup comme ça. Quand j'ai une décision à prendre, je vais me dire comment je le sens. Et je suis très à l'écoute et je respecte ces ressentis. Je peux raconter d'ailleurs une autre anecdote par rapport à ça. J'écrivais Intuitio, le roman dont tu parlais tout à l'heure. On était en 2019, en septembre 2019, mon éditeur m'appelle. Il me dit, Laurent, est-ce que ton livre sera prêt dans un an? Il voulait le publier en octobre 2020. Et je lui dis, oui, je suis en phase d'écriture, donc j'en ai plus que pour 6 mois. Donc, oui, il sera largement prêt dans un an. On peut le publier en octobre 2020. Et j'avais à peine formulé ma réponse que je ressens dans mon ventre, moi c'est beaucoup dans le ventre de ça se passe, je sens quelque chose de très lourd et désagréable. Donc j'écoute, quoi, il était toujours au bout du fil. Et je me dis, et je lui dis, écoute, le livre sera prêt, mais je le sens pas de le publier en octobre 2020. Je me demande pas pourquoi, je ne sais pas, mais je le sens pas. Il me répond, écoute, c'est pas très rationnel, mais je vais pas te forcer, hein, donc tu veux le publier quand ce livre? Je lui dis, écoute, on va laisser passer quelques mois et on va le publier au printemps 2021. Il me dit d'accord. Donc là, on était en septembre 2019. 3, 4 mois plus tard, le Covid apparaît sur Terre. Et un an plus tard, donc à la date qu'il avait envisagée pour publier le livre, deuxième confinement, toutes les librairies de France étaient fermées. Donc ça j'ai pas capté hein, l'information. Par contre, j'ai juste senti il fallait pas sortir à ce moment-là. Mhm. Et je suis fier de mon intuition, à son Ouais. ressenti. J'adore ces histoires parce que ça les ancre exactement comme tu le fais dans tes livres, dans tes vraies décisions de la vie. Et ce qui est amusant, ce que j'aime beaucoup aussi, en tout cas dans cet ouvrage-là, mais c'est le cas aussi dans d'autres, tu partages à travers les personnages, les histoires, des outils dont peut s'inspirer le lecteur finalement, des outils pour se connecter à son intuition, apaiser son mental, écouter ses ressentis. Quels sont toi tes outils ou peut-être j'ai envie de dire tes trucs, mais même ça peut être ta façon de vivre. Tu dis que tu es très à l'écoute, que tu laisses de la place aussi pour honorer ces ressentis. Est-ce que tu as des pratiques ou des choses que tu fais depuis que tu as pris conscience de l'intuition dans ta vie qui t'aident justement à la cultiver et la nourrir? Mais en fait, j'essaie de rester le plus possible connecté à mon corps. Pour ça, en fait, j'éteins régulièrement mon téléphone, tu vois, notamment en fin de journée. Je m'accorde des moments sans, je suis pas dérangé. Après, il y a aussi des moments où j'ai toujours été tenté, je le suis toujours d'ailleurs, dans les files d'attente, en fait, c'est d'allumer le téléphone, puis d'aller lire les news. Moment de Donc, vide un peu. Mm. voilà, c'est ça. Et donc, m'abreuver de mauvaises nouvelles, finalement. Et donc, aujourd'hui, je fais l'effort, mais ça me demande encore un effort, tu vois, de dire, non, non, ok, je m'ennuie dans une file d'attente, ou une salle d'attente d'un médecin, par exemple. Je m'ennuie, mais c'est ok, quoi. Et donc, j'en profite pour méditer un peu, par exemple. Ça, c'est dans une salle d'attente. Voilà, je vais méditer, donc, et revenir dans mon corps, mettre l'attention en moi, écouter ma respiration, prendre contact de mes ressentis à différentes parties du corps, quoi. Et si c'est une file d'attente, par exemple, je sais pas, à la poste, je vais regarder autour de moi, donc je vais être très dans l'instant présent, regarder les gens, écouter les conversations, c'est toujours très amusant d'écouter les conversations, ce qui se dit, observer les relations, les incompréhensions, quand il y a quelqu'un qui se met à râler sur le préposé à la poste, voilà, observer tout ça, quoi. Et finalement être dans l'instant présent. Parce que quand je suis les yeux sur mon écran, je suis pas dans l'instant présent, quoi. Je suis absorbé
par une information qui a été écrite par d'autres dans le passé. Enfin, je ne suis pas en train de vivre ici et maintenant. Mm. Donc voilà, je me force de ça. Sinon, je pratique la méditation tous les jours, quelques minutes, hein, pas longtemps. Et j'ai un rituel au lever. Donc quand je me lève le matin, je sors dans mon jardin ou juste sur la terrasse s'il pleut. Et c'est un rituel de gratitude, en fait. Hein, ça dure pas longtemps, parce que j'ai pas beaucoup de temps le matin. C'est moi qui prépare le petit déjeuner des filles, donc c'est un peu la course, quoi. Mais je prends quelques instants, une petite minute, on va dire vraiment pas plus, quoi, pour ressentir déjà la nature autour de moi. Alors j'ai un petit jardin, parce que j'habite quand même en ville, même si c'est une petite ville. Le jardin n'est pas très grand, mais il y a quand même des arbres, il y a des arbustes, de la verdure, des fleurs, de l'herbe. Donc je ressens ça. En fait. Vraiment, je prends le temps de me connecter à cette petite nature, quoi, et ressentir ça. Et une fois que je me sens vraiment en connexion avec la nature, alors je lève lentement mes bras vers le ciel et je formule intérieurement et surtout je ressens une gratitude. Je dis merci. Merci, pas pour un truc particulier, hein, pas pour un événement, mais merci, merci d'être, merci, merci à la vie, merci à l'univers d'exister. Bon, ça peut varier d'un jour à l'autre, ça peut être merci à la nature, s'il y a un beau ciel ce matin-là ou de beaux nuages, ben, je vais me remercier pour ça. Hein. Je ressens en fait cet état de gratitude, quoi. Voilà, et c'est juste ça. Puis après, je rentre et je fais ce que j'ai à faire. Mais le fait de ressentir en fait cette gratitude, même quand c'est une période où j'ai des mauvaises nouvelles qui arrivent, hein, comme pour tout le monde, ou une tuile, un coup dur, je ne sais pas. Et je me dis, ok, voilà, il y a ça qui m'arrive qui est pas drôle. Et en même temps, je suis en vie, et en même temps, le monde tourne, et en même temps, il y a les petits oiseaux, il y a de belles personnes partout, et je peux remercier pour ça. Et puis aussi, je me dis, ok, s'il y a un truc pas cool qui m'arrive, je le considère aujourd'hui comme un coup dur, mais la vérité, c'est que je sais pas. Je sais pas, parce que parfois, il faut des années de recul pour pouvoir évaluer un événement. Est-ce qu'on avait un petit peu trop vite étiqueté coup dur ou échec dans l'instant? Bah, avec des années de recul, on se rend compte qu'en fait, non. C'est quelque chose qui nous a permis d'avancer, c'est quelque chose qui nous a permis d'apprendre, qui nous a permis de nous réinventer. Donc, j'ai conscience de ça maintenant, du fait qu'on ne peut pas étiqueter trop vite les événements. Donc, on peut se contenter de remercier, et en remerciant, finalement, on adresse à l'univers notre confiance, quoi. C'est ça, finalement. L'univers ou à Dieu, hein, en fonction de la croyance de chacun, mais se dire, finalement, il y a quelque chose de plus grand que moi, et je ne connais pas tout, en fait. Et j'accepte le mystère de la vie, parce que c'est aussi agréable, en fait, de se dire que la vie garde une part de mystère, mais avoir confiance, se dire, finalement, ce qui se passe, c'est sans doute pour le mieux. Donc, j'ai confiance et je dis merci. Complètement, c'est très beau. Merci de partager. Et ça me fait penser au fait qu'il y a des études qui ont montré que une pratique de gratitude ancrée, vraiment ressentie, avait un impact sur le cerveau, sur notre capacité à développer notre système immunitaire, vraiment sur notre santé. Et c'est passionnant de se dire qu'on se fait aussi du bien en se connectant à plus grand que soi. Et cette discussion, elle nous amène naturellement à la notion de spiritualité qui est aussi présente dans ton travail, dans tes partages, qui soient même dans tes conférences, dans ce que tu partages de manière générale. C'est toujours en filigrane de tes histoires. Et d'ailleurs, ça me fait penser que le fait de raconter des histoires permet aussi de ressentir. Tu vois, tu parlais du ressenti, et plus que dans un essai ou dans un partage simplement d'idées qui va peut-être plus nourrir l'intellect, l'histoire nous permet de ressentir des choses. Et cette notion de spiritualité qui t'anime, qui m'anime également, comment penses-tu qu'elle pourrait trouver sa place dans notre société? Qu'est-ce qui changerait si on se reconnectait davantage à notre spiritualité et finalement, parce que là, dans ton livre, on voit ces deux mondes qui sont, j'ai pas envie de dire satiriques, c'est trop fort, mais vraiment qui incarnent deux extrêmes du spectre, en fait, un complètement déconnecté, un connecté, ou alors ça dépend connecté à quoi, mais de deux façons différentes. Et comment est-ce que ça prend place dans tes histoires, mais aussi, oui, dans ta vision du monde et a fortiori dans notre société? Alors, il y a plusieurs éléments dans ta question, plusieurs questions en une. Déjà, ce qui pourrait permettre à la spiritualité de revenir dans notre société, je pense qu'elle est en train d'y revenir d'elle-même.
En fait, on est passé, dans les siècles passés, de situations où la religion avait une emprise sur la société, sur les hommes, sur la direction des affaires, et il n'y avait pas souhaitable. Et donc, les gens se sont libérés de ça, quoi. Notamment après la Révolution française, hein. Dans notre pays, on s'est libéré de ça, et c'était sans doute bien. Le problème, c'est qu'on a jeté le bébé avec l'eau du bain, quoi. Donc, en se libérant de ce carcan religieux, en fait, on a mis aussi à la poubelle la spiritualité, quoi. Donc, elle revient aujourd'hui. Elle revient, et pas uniquement dans les religions. Non, déjà, les religions ont évolué, hein, se mêlent plus de ce qui ne les regarde pas, surtout dans notre pays, hein, où il y a cette fameuse laïcité, où on a distingué, en fait, ce qui est de l'ordre du spirituel et ce qui est de l'ordre de la gestion du pays, quoi, des affaires. Mais elle revient beaucoup, je dirais. Il y a beaucoup de gens, y compris parmi les athées, qui vont s'intéresser à la spiritualité, donc qui vont trouver une spiritualité laïque. Et pourquoi pas, je dirais. En fait, même si on prend le terme religion, si on s'intéresse à l'origine latine de religion, c'est religere. Religere, ça veut dire relier. Voilà, c'est ça, c'est relier. Et c'est ça qui compte, en fait. Je dirais, on a vécu, sans doute au XXe siècle, une espèce d'illusion que le bonheur, c'était quelque chose qui pouvait être égoïste, où finalement chacun pouvait gérer son intérêt et être heureux dans son coin. Et de plus en plus de gens réalisent que non, ça c'est une illusion. On ne peut pas être heureux contre les autres et on ne peut pas être heureux seul dans son coin en gérant juste son intérêt, quoi. Parce que le vrai bonheur, il est beaucoup dans la reliance à l'autre, dans le fait de vivre le lien à l'autre, la connexion à l'autre. Et une démarche spirituelle, pour moi, c'est avant tout ça, c'est aussi reconnecter à l'autre. Maintenant, pour aller dans ce sens, je pense il est utile, voire nécessaire, d'abord de travailler sur soi, parce que l'être humain est doté d'une psyché qui nous fournit pas mal de problèmes, en fait. Donc, on a tous des difficultés, des problèmes au niveau psychologique, je dirais. Et c'est nécessaire de travailler d'abord au niveau psychologique, j'ai envie de dire, entre guillemets, de nettoyer le psychologique avant de se connecter au spirituel. Pourquoi c'est nécessaire? Parce que si on ne le fait pas, on peut utiliser la spiritualité comme une fuite, finalement. Là, je connais quelqu'un qui m'a dit un jour qu'il y a des problèmes à niveau psychologique dans la relation à l'autre, à un conjoint. C'est une jeune femme, et ça s'explique pour des raisons familiales, il y a un problème dans la relation aux hommes. Et elle n'a pas travaillé à ce niveau psychologique pour nettoyer ça et pour résoudre, pour réparer quelque part la blessure familiale dans la relation homme-femme. Mais elle m'a lâché un jour, ah, mais c'est pas grave parce que je suis mariée avec Jésus, quoi. Et donc, il n'y a pas de mal à se considérer comme marié avec Jésus, hein, bien sûr. Mais je pense que c'est bien aussi de pouvoir vivre une vie de couple pour ceux qui le désirent, quoi. Mais pour ça, il faut nettoyer le psychologique. Oui, ça, c'est juste un petit exemple pour illustrer ça. Donc, on a tous des problèmes psychologiques. Moi, c'était beaucoup des peurs. J'avais une problématique de peur. J'avais peur de tout dans la vie quand j'étais jeune et surtout très peur des autres, quoi. Il y a des gens qui ont une problématique de colère, voilà, parce qu'ils veulent tout contrôler, ou alors parce qu'ils veulent se contrôler. Il y a des gens qui ont une problématique d'image, ils sont hyper sensibles au regard des autres, et ça les rend complètement dépendants, et puis malheureux, et pas libres surtout. Donc voilà, on a tous des problèmes, quels qu'ils soient, et c'est vraiment nécessaire de travailler sur nos problèmes. Bref, à faire une psychothérapie, quelle que soit la forme, pour travailler sur soi, pour se libérer de ce qui nous fait souffrir. Ça ne veut pas dire passer 15 ans sur un divan, hein, parce qu'après, on se regarde le nombril et on s'est plus connecté aux autres, donc c'est pas la solution. Mais j'ai envie de dire, par une thérapie brève, travailler voilà, sur la plupart de nos problèmes jusqu'à être à peu près bien dans nos baskets. Voilà. Et à partir du moment où on a résolu globalement nos problèmes, et bien après, il y a un phénomène naturel que moi j'ai constaté déjà en moi et puis aussi chez pas mal de personnes, c'est qu'on s'intéresse moins à son nombril, justement. C'est au bout d'un moment, quand on a résolu ces problèmes, on met notre attention naturellement vers les autres, on se connecte beaucoup plus aux autres, et puis après, les considérations spirituelles arrivent, on s'intéresse aussi à ce qui est le plus grand que nous. C'est là où on va s'intéresser au sens de la vie, quand on a résolu nos problèmes psychologiques, d'accord? Donc c'est la sphère dans cet ordre-là. Et je pense que c'est ce qui se passe. S'il y a une explosion justement du développement personnel aujourd'hui, c'est très bon signe par rapport à l'état de l'humanité. Ça veut dire que les gens se prennent en charge maintenant. Ils se disent, OK, j'ai des soucis, j'ai des souffrances, je veux travailler dessus. Là où il y a un siècle, bah, les gens, ils gardaient leurs souffrances toute leur vie, quoi.
Voilà, ils avançaient avec ça, quoi. Et ils n'évoluaient guère, finalement. Donc aujourd'hui, les gens se prennent en main, ils travaillent sur eux, et c'est très bien, quoi. Et la Mm. spiritualité arrive, et elle doit arriver après, dans un deuxième temps. Et Mm. la spiritualité va améliorer la société dans son ensemble, parce que justement, la spiritualité, c'est respecter l'autre, c'est s'intéresser à l'autre, c'est se connecter à l'autre. Donc, c'est avoir des relations beaucoup plus harmonieuses avec l'autre. C'est aussi s'intéresser à notre place dans la nature, dans l'univers. C'est la spiritualité, c'est aussi, j'avais écrit un bouquin là-dessus, et tu trouveras le trésor qui est devant toi, c'est se libérer de l'ego. Parce que l'ego, c'est cette partie de nous qui veut à tout prix nous faire croire qu'on est unique, qu'on est meilleur que les autres. Donc c'est l'ego qui engendre des conflits aussi, hein. On a besoin des conflits pour, voilà, pour se sentir exister. Et avancer dans la vie, c'est se libérer de son ego. Mais là encore, ça passe par un travail psychologique, c'est en développant un ego sain, donc en apprenant à s'aimer véritablement pour qui nous sommes, qu'au bout d'un moment, bah, on aime plus les autres, quoi, et on peut s'oublier. Donc notre ego va se dissiper une fois qu'on aura développé un ego sain en apprenant à s'aimer. Et la Mm. spiritualité, c'est ça aussi, c'est se libérer de l'ego pour réaliser que bah, finalement, nous ne sommes qu'un élément de la biosphère. Donc ça, on adopte une posture humble. Humble, la racine latine, c'est l'humus, hein, c'est la terre, quoi. Voilà, c'est la Terre. Donc, c'est retrouver notre place sur Terre. On est un élément. Et paradoxalement, je dis paradoxalement parce que beaucoup de gens ont très peur de ça. Ils ont peur de s'effacer en perdant leur ego. Ils ont peur d'avoir le sentiment de ne plus exister. En fait, c'est le contraire. Et il y a une très jolie métaphore, si tu m'autorises à la raconter, qui est une métaphore bouddhiste, mais on la trouve aussi chez les hindous. C'est la métaphore de la vague et de l'océan. C'est-à-dire, si on regarde l'océan, si on prend une photo de l'océan, de la surface de la mer, on peut reprendre une vague au hasard, on repère une vague, et on imagine qu'on est cette vague, et on peut se dire, bah oui, moi je suis, en tant que vague, je suis unique. Puis on peut se dire, peut-être même, je suis, ah tiens, un peu plus haute que les autres, je suis un peu plus grande, puis je suis peut-être un peu plus belle que les autres aussi. Voilà, on peut s'apprendre à s'aimer en tant que vague, et à un moment donné, c'est très bien, et à un moment donné, on peut se dire, ouais, et en même temps, je ne suis pas qu'une vague. En tant que vague, je suis indissociable de l'océan et donc quelque part, l'océan, c'est moi, quoi. Et donc, je suis l'océan. Et ok, c'est génial d'être une belle vague unique, etc. Mais être l'océan, waouh, c'est quand même autre chose, quoi. Et donc, pour moi, c'est ça, une évolution spirituelle, c'est réaliser qu'on est l'océan, que finalement, il y a un lien tellement intime entre moi et les autres et la nature que finalement, je suis le tout aussi. Et je peux vivre ce que c'est que être le tout. Et c'est quelque chose qui est extraordinaire. Mm. Finalement, c'est abandonner une version que l'on croit unique de soi pour embrasser le Oui, soi avec une majuscule, quoi, et entrer dans oui, cet état d'expansion qui est plus, plus riche que tout ce qu'on oui. croyait auparavant. Et quel, est-ce que pour toi, s'engager dans un chemin de développement personnel spirituel va forcément de pair avec une prise de position, qu'elle soit éthique, philosophique et même politique? Je ne sais pas, j'ai pas de réponse à ta question. Euh, Moi, j'ai tendance, en effet, à prendre parfois position, c'est vrai, dans mes deux derniers livres, parce que j'ai vu des choses dans la société qui me déplaisaient fortement, ouais, donc j'ai éprouvé le besoin d'en parler. Maintenant, c'est pas forcément nécessaire. Je pense qu'il y a des gens qui ont une autre forme de sagesse qui consiste à dire, OK, il y a des choses qui vont mal, OK, il y a des malversations, OK, il y a parfois des dirigeants malhonnêtes ou mal intentionnés, et, et c'est la marge de l'univers, et ayons confiance, et donc voilà, il faut peut-être en passer par là, et c'est pas grave, quoi. Et c'est pas grave, et j'accepte de pas tout maîtriser, hein. Et puis j'accepte qu'il y ait aussi le mal dans le monde, mais il faut peut-être en passer par là pour aller à un autre stade. Donc, ça peut être aussi une posture de sagesse de ne pas agir, en l'occurrence. Ouais, c'est intéressant parce que c'est une question que je me pose souvent, tu vois, en me disant, en regardant le monde, quand on cherche à incarner certaines valeurs et à les cultiver en soi, comment se positionner dans le monde dans lequel on vit, ça revient aussi à la notion de décider, quoi, puisque chaque action est finalement aussi une prise de position, qu'on le veuille ou non, même si elle est infime, là où on dépense notre argent, comment on décide d'être en relation avec le monde, ça révèle aussi certaines valeurs, mais c'est vrai que c'est une question ouverte qui continue Mm. d'exister, qui est très intéressante.
J'ai envie de te ramener à cette notion de société parce que en lisant ton livre, notamment au début, j'ai beaucoup pensé à un autre livre que peut-être tu connais, qui est celui d'Ecotopia d'Ernest Callenbach, qui est un auteur américain qui a écrit dans les années 70. Alors, je t'invite vraiment à regarder l'histoire parce que c'est très similaire. En tout cas, sur le début, bien sûr, l'intrigue est complètement différente, mais c'est un monde où, aux États-Unis, un groupe d'États a décidé de faire sécession, comme c'est le cas aussi pour l'île des exilés. Et donc c'est écrit dans les années 70, donc c'est une vision très écologique. Et donc Ecotopia décide d'incarner les valeurs écologiques jusqu'au bout des ongles. Et c'est l'ouest des États-Unis. Et le reste a pris le chemin, on va dire, plus classique de la consommation d'une société plus technologique. Pas autant poussée que la tienne, mais quand même. Et donc c'est vraiment, il y a un parallèle qui est hyper intéressant entre ces deux mondes. Finalement, ça me fait penser en fait à cette notion de fracture que tu présentes dans ce livre entre deux versions de deux mondes, de deux civilisations, presque un schisme civilisationnel entre finalement deux types d'êtres humains qui décident d'évoluer de manière différente. Tu penses, toi, qu'on y arrive vers cette forme de déchirement ou de fracture entre deux visions du monde qui s'opposent, entre deux accepter ou rejeter la direction que nous prenons en tant que civilisation et société? Alors, je pense pas que ce soit souhaitable, mais il est probable que ça arrive. Il est vraiment probable qu'il y ait une sécession, qu'il y ait des gens qui disent non, maintenant on veut plus. Surtout quand les gens prendront conscience que toutes ces données qui sont collectées sur nous, on l'évoquait tout à l'heure, ne servent pas que à nous maintenir en ligne ou nous proposer des publicités ciblées. C'est-à-dire aussi, on sait aujourd'hui que ça sert à piloter nos comportements. Il y a une universitaire américaine, je le cite dans le roman, qui s'appelle Shoshana Zuboff. C'est une professeure à Harvard, hein, c'est pas rien. Elle a consacré 12 ans de sa vie, je crois, de sa carrière à enquêter dessus. Et en fait, elle montre à quel point maintenant ces grandes entreprises essentiellement américaines veulent piloter nos comportements. C'est-à-dire qu'elles utilisent toute cette connaissance très très fine de nous-mêmes, de chacun d'entre nous, pour nous amener à faire ce qu'elles ont envie que l'on fasse, quoi. Donc là, on arrive presque à une forme de manipulation. Et le jour où les gens vraiment en prendront conscience, il est possible en effet que certains disent maintenant stop, quoi, ça suffit, on arrête tout ça. Et en effet, que des gens veuillent faire sécession et vivre à part, quoi. C'est possible. Alors, quand je dis c'est pas souhaitable, c'est en fait moi j'aime pas opposer les gens ni les idées. D'ailleurs, moi, j'aime confronter les idées, mais pour avancer ensemble vers un monde meilleur, quoi. Et je trouve que l'époque, d'ailleurs, devient très clivante quand même. On a tendance à monter les gens les uns contre les autres. On l'a vu pendant le Covid, il y avait les vaccinés, on s'est arrangé pour qu'ils soient en guerre avec les non-vaccinés, alors que bon. On aurait pu aussi dire, voilà la situation, les gens ont le droit de se vacciner, puis ils ont le droit de ne pas se vacciner aussi, puis c'est un choix personnel, puis il faut respecter le choix de chacun, enfin, vous voyez. Mais on montre les gens les uns contre les autres, voilà, dans tous les domaines. Et je trouve que c'est dommage, parce que ça va à l'encontre d'une démarche spirituelle, comme on l'évoquait tout à l'heure, qui vise plutôt à réunir les gens. Et donc, quand il y a des opinions divergentes, et c'est bien qu'il y ait des opinions divergentes, il vaut mieux communiquer et puis prendre ce qu'il y a de bien de chaque côté, quoi. Parce que personne ne détient la vérité. Et donc, on gagne à progresser ensemble en confrontant nos points de vue, mais pas en opposant les gens. Parce qu'en fait, opposer les gens, c'est aussi une façon de faire en sorte qu'on n'avance pas. Donc, ça sert des intérêts derrière. Parce que quand on oppose les gens, chacun cristallise sa position et ne peut plus en changer. Bon, on l'a bien vu On s'identifie aussi à une façon de penser et ça devient qui nous sommes dans notre essence. Exactement. Et on peut même, du coup, se retrouver à défendre bec et ongle une position qui n'est pas forcément la nôtre, parce qu'on a pu être influencé à un moment donné, mais parce qu'on a clivé les choses et que du coup, on a senti une opposition en face. Ça nous pousse, nous, à défendre ce truc-là et à s'enfermer. Alors qu'on pourrait au contraire s'ouvrir au point de vue de l'autre et puis s'enrichir mutuellement, quoi, et avancer ensemble. Donc c'est ça qui est souhaitable pour l'avenir, je pense. Avant de terminer, est-ce que tu penses que c'est ça aussi la position de l'écrivain, du conteur d'histoire, que de réunir les gens, que de permettre aussi au lecteur de se poser des questions? C'est quoi ta vision un petit peu, ta philosophie d'écrivain? Mais moi, je pense que depuis la nuit des temps, l'homme a inventé des histoires et a partagé les histoires, mais vraiment depuis la nuit des temps.
Et à quoi servent les histoires? C'est la question qu'on peut poser. Et moi, je pense que les histoires nous servent, à nous humains, à, à partager des visions de la vie, en fait, du sens de la vie et de comment vivre. C'est ça qui nous intéresse. Quand on lit un roman ou qu'on regarde un film, d'ailleurs, on va être plongé dans une histoire avec des personnages qui sont confrontés à des situations et en fait, à travers eux, on va être confronté à des choses qui pourraient nous arriver, d'ailleurs, et on va se plonger dans une vision de la vie, dans un modèle du monde qui n'est pas forcément le nôtre. Et donc, ça nous enrichit quelque part. Donc moi, ma position en tant qu'écrivain, elle est là, quoi. Elle est de partager en fait des visions du monde, des modèles du monde qui sont donc, du coup proposés aux lecteurs, dans lesquels ils vont se plonger et qui peuvent ensuite, s'ils le désirent, s'approprier tout ou en partie. Ouais. Est-ce qu'il y a un thème qui t'anime actuellement, à l'heure où on parle, qui est dans tes pensées ou dans tes réflexions? Oui, mais je dois être hyper secret. Ok, Oui, absolument. oui, pour moi, la création, l'acte de créer quelque chose, quoi que ce soit, gagne à se faire dans le secret. Dans Euh, je, l'intimité de oui, je pense que l'esprit par du exemple, tu vois, créateur. si le bébé il est caché dans le ventre de la maman, la peau du ventre elle n'est pas transparente, quoi. Mm. Et je pense que voilà, on gagne à créer dans le secret, et c'est comme ça que je fais, en l'occurrence. Ouais, j'aime beaucoup. Alors, on se réjouit de lire tes prochains ouvrages, mais pour l'heure actuelle, c'est donc le livre Un monde presque parfait qui est publié aux éditions Mazarine, que je vous invite tous et toutes à découvrir, à vous plonger dans cette belle histoire pour comprendre aussi peut-être avec une autre lumière notre échange, les réflexions et puis faire émerger de belles prises de conscience, avoir de l'inspiration aussi. Je trouve que dans les histoires, on gagne toujours de l'inspiration pour sa propre vie. Ça nous rappelle certaines choses importantes. Et c'est aussi une façon qu'a l'univers de nous parler, je trouve. On n'est pas amené à lire des livres par hasard. Il y a toujours des choses qui font écho en nous d'une manière ou d'une autre. Et quoi de mieux qu'un bon roman de Laurent Gounel pour faire cela. Je te remercie, Laurent, du fond du cœur, de ta présence, de tes partages, de ta sagesse et de ton temps. Merci beaucoup, Jenna, c'était un plaisir. Également. À bientôt. À bientôt.